Victory, Camibon, Gamini, Anagwin, Jennifer, Gemeno, Princesse, Chetalma, Gagnui, Zakame, Rema, Shema, Cindy. Des enfants âgés entre 9 et 12 ans qui ont à présent leur nom au barbillard de la mort de façon injuste au nom d'une crise qui paralyse le pays depuis 2016. Pour analyser la situation et surtout aborder les pistes de solutions sur ce plateau, nos invités. Maurice Somo, psychosociologue. Bonsoir Maurice Somo. Bonsoir Cathy. Bonsoir de m'associer à cette macabre réflexion. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau également. Louison Essomba, spécialiste en droit public. Bonsoir Cathy, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Canal 2. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes que vous présenterez à ma suite. Docteur Nick Ngwanyam, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes activiste, membre de la société civile. Merci d'être avec nous pour aborder des pistes de réflexion pour la sortie de crise. Thank you very much. I think it will give us an opportunity to understand what has been going on for all these years, and we need to work on principles, otherwise we'll not get out of it. Achou Akepe, bonsoir. Vous êtes également des nôtres. Vous êtes journaliste et concerné doublement par cette actualité parce que vous venez de la ville de KUMBA. Merci d'être nôtre. Hello Cathy, hello everyone. It's difficult to say good evening, but we are going to say good evening to viewers worldwide. It's a very sad weekend, a very dark October 24th. I think this day shall go deep in the annals of the history of Cameroon as the day that we deliberately took away the lives of innocent Cameroonians whose only crime was to go to school. Et grâce à la magie de la réalisation, nous irons aux États-Unis dans une poignée de secondes pour prendre la vie et surtout l'analyse du docteur Wilson Lobet Essomé, coordinateur du mouvement fédéraliste. Enrique Jean. Hello, welcome back, Cathy, to Canal de Special. And of course, the focus today is on the KUMBA massacre. The nation is trapped in a whirlpool of condemnation after gunmen opened fire on campus at Mother Francisca International Bilingual Academy in KUMBA. 6 children were killed on the spot and 13 others were seriously wounded. They were transferred to different facilities or medical facilities across that region. And later today, as we speak, one actually gave up the ghost, bringing the number to 7. Our first port of call is in Louisville. We are going to meet Dr. Wilson Lobe Esseme Jr. He is a child born and bred in KUMBA, a medical doctor, and of course, he is the coordinator of the Federalist Movement based in the United States. Good day, Doctor. Thanks and welcome to join us. And the first question is, Doctor, how did you receive the news from KUMBA? Henry, it's a sad day. I had difficulty sleeping last night. I had difficulty attending my patients yesterday. Today, I just want to say a few words for Victory, Jennifer, Princess, Thelma, Rema, and Cindy. And I hear there's a 7th child who's just died. To the loved ones of these beautiful angels, to their families, and to their parents, I don't have any words. No words can ease your pain. The best we can hope for is that you get to a place soon where you will find comfort with God. And my organization, the Cameroon Federalist Movement, will do everything we can to ease your physical pain, but only God can ease your spiritual pain. So today we mourn the loss of these beautiful, beautiful children. Doctor, as a K-Town boy you are, the nostalgic moments still reign. And today looking at KUMBA, that city that used to be vibrant, a convergent point for people who come from all other parts of the country. Do you think there is any hope for the KUMBA people and maybe for the people in the northwest and southwest regions after this hideous crime?
as you say, I am a Cape Town boy, born and bred. This is personal to me. This really hits home. KUMBA is home. It's home for me. When we grew up, there is a reason KUMBA used to be the 4th largest town in Cameroon, because we are welcoming. There's a reason that the MP for KUMBA Central is not an indigent. There is a reason that the mayor of KUMBA City is not an indigent. That is because we are welcoming. And that cosmopolitan spirit is what is going to see us through. But I cannot lie you, it is painful. But there's something magical about KUMBA. There's that Cape Town spirit that that spirit where we know how to come together to solve our problems. We'll have to reach deep for this one, though. It is tough. Wilson Lobe Eseme, Junior, well, there is this big talk about the resolution of the conflict, to chart a way forward so that peace can return definitely in the northwest and southwest regions of the country. And of course, you have a political view as a federalist. And you were part of the numbers who came in for the major national dialogue in Yaoundé. I remember watching you on TV and, of course, your contributions that you made. But apparently you left frustrated. Can we say that there is still a glimmer of hope in the horizon for the resolution of the crisis? Well, Henry, we have to keep hope alive because the moment we lose hope, we lose everything. I just want to say something here. There comes a time in the lives of a country where the person who has been given the mandate, the constitutional and Republican mandate to speak for the people, the president of the Republic, has to step up to the challenge. Okay, and this is that time, this is the moment. I just want to appeal to our president, who is the father of the nation. Mr. President, please, wherever you are, however you are, please come out, step up to this moment. We want you to do a couple of things. Please, declare a state of emergency for KUMBA. Secondly, please, declare a day of national mourning. And thirdly, Mr. President, please organize a dialogue, an inclusive, frank dialogue for the peoples of the Northwest and Southwest regions. We need to sit together. We need to talk to get out of this place because we are in a very dark place. It is very dark, Henry. We need to climb out of it. It's going to be tough, but it starts with a dialogue. Dr. Wilson, please, you will stay with us. Just time for us to have the other panelists to react in the course of this program. And of course, we have Kati Mukuri, who will be treating with some of our panelists. Kati. Tout à fait, Henri Kedjan, on comprend l'émotion du docteur Wilson Lobet, une émotion qui est également palpable sur ce plateau. Les mots viennent difficilement. Alors, Maurice Sombo, merci une fois de plus d'être sur ce plateau. C'est un événement, ce sont des faits qui ont frappé le milieu scolaire principalement. Alors dites-nous, le pays tout entier est en état de choc face aux images qui circulent sur les réseaux sociaux. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut comprendre que les faits qui se soient déroulés dans la ville de KUMBA apparaissent aujourd'hui comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Oui. D'entrée de jeu, il faut dire que cet événement est singulier, certes, par le nombre de victimes, par le type de victimes et par le contexte même dans lequel ça se passe. Ça vient à la suite de ce qu'on a connu au lycée bilingue d'Eido, avec deux camarades avec un camarade qui a tué un autre. On se rappelle de ce qui s'est passé au lycée de Colbison, avec l'assassinat d'un enseignant. Ces faits, sans être des faits anodins, étaient suffisamment graves, mais celui qui s'est passé à KUMBA est ce qu'on peut appeler ici le sommet. C'est la consécration de la barbarie à l'état pur. Je veux dire, ça se passe à l'école.
Pourquoi ce fait est très grave? C'est qu'il faut d'abord comprendre la signification même de l'école. Qu'est-ce que l'école en réalité? L'école, c'est ce milieu qui a deux missions fondamentales. Une mission d'éducation et une mission d'instruction. La mission d'éducation consiste tout simplement à permettre, n'est-ce pas, aux jeunes d'intégrer progressivement la société. Car les deux missions ont à la base l'intégration de l'individu dans la société. Alors, dans un premier temps, il y a la famille qui sécurise l'enfant, qui lui donne l'ensemble des assurances nécessaires pour son développement. Alors, une fois quitté, après un certain âge, l'enfant doit quitter le cocon familial pour aller à l'école. Ici, il y a une forme, un transfert de responsabilité, un transfert des missions de sécurité et de sûreté même au niveau de l'école. En d'autres termes, l'enfant doit se sentir à l'école en sécurité comme il est à la maison. Alors, cela, c'est une mission que l'État donne à l'école. C'est une mission que les parents donnent à l'école. C'est une attente qui est également celle des enfants eux-mêmes. Alors, lorsqu'un enfant vient à être agressé dans l'environnement scolaire, le traumatisme ne va pas seulement impacter l'enfant, mais l'ensemble des enfants qui ont vécu et qui voient cette situation et qui, au niveau où ils se trouvent, dans leur coin, ne se sentent plus en sécurité et vont développer des formes d'anorexie scolaire, de rejet de l'école parce que se sentant nullement en sécurité. En plus, il y a les parents eux-mêmes, où qu'ils soient, dans un contexte comme celui-ci, ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. D'où ce que le concept consacré, un traumatisme plus global qui va naître et dont il sera extrêmement difficile de saisir les tenants et finalement d'endiguer. Vous faites bien de parler de traumatisme parce que là on parle quand même de deux régions où depuis plus de 4 ans on se bat pour que les parents acceptent d'envoyer les enfants à l'école malgré les menaces séparatistes. Est-ce que vous pensez qu'après les faits de ce samedi, lundi prochain, certains parents amèneront leurs enfants à prendre le chemin de l'école? Le traumatisme des enfants dans les régions nord-est, sud-ouest ne date pas des incidents de KUMBA. C'est depuis que la guerre a commencé dans cette partie du pays et que les enfants ont été privés de l'école qu'ils ont commencé à vivre ce traumatisme. J'ai fait un tour dans le nord-ouest et le sud-ouest et j'ai discuté avec des enfants qui en réalité ne comprennent pas exactement ce qui se passe. C'est le début même de leur traumatisme. Parce que le traumatisme en réalité naît de l'incompréhension d'une situation à laquelle on ne s'attend pas et qui vous contrarie. Donc en fait, le fait qu'ils ne partent pas à l'école depuis un certain nombre d'années, 4 ans déjà, constitue pour eux un véritable traumatisme. Et d'ailleurs, le retour à l'école n'aurait jamais dû se passer comme il se passe. On ne peut pas du jour au lendemain dire à des enfants qui ont passé 4 ans à la maison de rentrer à l'école. Il y a un processus progressif de réintégration de l'enfant dans le cadre institutionnel de l'école avec en arrière-fond, n'est-ce pas, une forme de thérapie globale, une thérapie de groupe, une thérapie scolaire qui devrait remettre les enfants de ces régions de notre pays au même niveau que les autres. Donc c'est des enfants traumatisés depuis assez longtemps déjà. Une lueur d'espoir venait certes avec cette rentrée et je crois que ce qui s'est passé à KUMBA est très grave parce que non seulement ça va conforter les enfants dans le rejet de l'école, ça va conforter ceux qui veulent que la situation se désagrège davantage. Bien, il y a quelque chose qu'il faille actuellement faire. Mais pour le moment, lorsque le traumatisme vous frappe, comme ça a frappé les enfants et la communauté entière, pour le moment, il n'y a rien à faire. Une seule chose, c'est d'accuser le coup et de prendre le temps. Il faut du temps. Alors, Louison et Somba, depuis le début de la crise, on clame le dialogue, mais à ce stade, au stade auquel nous sommes arrivés, où des enfants sont massacrés de manière barbare, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour le dialogue? Ou bien vous êtes de l'avis de certains qui estiment que le dialogue, le grand dialogue national qui s'est tenu récemment n'était pas suffisant pour englober les avis de tous et pour permettre d'endiguer la crise? Catherine, avant de me prononcer sur cette question que vous me posez d'ailleurs qui est pertinente, je dois pouvoir relever que j'ai été heurté dans ma sensibilité
à plus d'un égard, ou bien à plus d'un titre. D'abord, en tant que parent, je vous avoue qu'il n'y a pas de mots pour consoler un père ou une mère dans une telle situation. Il n'y a pas de mots. On ne pourra pas en trouver des mots suffisants, des mots justes et concevables pour essayer d'apaiser la tension, de savoir savant. Également touché parce que je suis un citoyen camerounais, mais un citoyen du monde. Nous sommes aujourd'hui en pleine mutation, en pleine globalisation, j'allais même dire en pleine mondialisation. Nous ne sommes plus, vous savez, quand un citoyen meurt, c'est toute la planète qui pleure. C'est pourquoi ces crimes odieux qui sont de nature inqualifiable touchent et heurtent la sensibilité autant sur le plan national qu'international. Alors, la question que vous me posez me permet de convoquer un auteur qui disait que lorsque les portes de l'école se ferment, ce sont celles des prisons qui s'ouvrent, pour essayer de démontrer à quel point l'éducation dans la structure et surtout dans la consolidation de l'édifice institutionnel de l'État est importante. Alors, Catherine, nous avons appelé de tous nos voeux en début de cette crise. Vous vous rappelez que c'est toujours sur ces antennes, sur Canal international, que je rappelais qu'en réalité, face à une action violente, la violence, de l'autre côté, n'a jamais réussi à résoudre le problème. Et c'est Gandhi qui le disait, la non-violence ne peut que se faire par la non-violence, parce qu'à travers la non-violence, on peut essayer de calmer la situation. Alors, lorsque le problème éclate, nous avons appelé de tous nos voeux que dans aucune république au monde où il y a eu de tels événements tristes, ces événements ne se sont pas résolus par la force, par la violence et surtout par la répression. Je pense pour ma part que l'État du Cameroun, en début de cette crise, a véritablement plongé dans l'option de la répression. C'est-à-dire qu'on a vu un État répressif, mais plus tard, le gouvernement a compris que non, au lieu d'aller vers la voie de la répression, il fallait mettre en place un certain nombre d'institutions qui puissent au moins apaiser. Et la question que vous posez sur le grand dialogue national, c'était un dialogue porteur de tous les espoirs. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'un an plus tard, il y a encore des petites difficultés par rapport à la mise en œuvre d'un certain nombre de résolutions. Vous avez vu, par exemple, on parlait du statut spécial dans les zones du nord-ouest et sud-ouest, mais c'est un peu comme, je dirais, un contenant sans contenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore jusqu'ici trouvé des éléments à mettre dans le contenant de ce statut spécial. Donc, en quelque sorte, le dialogue n'a pas marché. Bien évidemment, c'est-à-dire qu'il faut le dire avec froideur, bien évidemment, ça n'a pas marché. Et c'est la raison pour laquelle, Cathy, on l'a toujours dit, on ne peut que le marteler, c'est déjà des morts en trop et c'est déjà des morts de trop. On ne peut plus rester dans une situation de cosmétique, c'est-à-dire que dans une situation de recherche des solutions antalgiques, au lieu de penser à des solutions thérapeutiques. Parce que là, le grand dialogue national a donné tous les espoirs, mais nous sommes en train de voir sur le terrain ce qui se passe aujourd'hui. Alors, donc, comme résolution, je pense que pour un acte comme celui-ci qui venait de se passer, le président de la République, moi j'aime toujours à penser à celui qui assure les destinées de ce pays. C'est-à-dire que le président de la République, depuis hier, les effets se sont déroulés depuis 11 heures. Je crois qu'à 20 heures, le président de la République devait faire un discours. Parce que n'attendons pas seulement les moments conventionnels, le 10 février, le 31 décembre, pour qu'un chef de l'État s'exprime. Parce qu'on a toujours dit que la parole du chef de l'État est une parole sacrée. C'est-à-dire que quand le chef de l'État parle, il a, à travers sa parole, qui est porteuse d'espoir, porteuse d'apaisement, le président peut calmer la situation. Or, on voit que depuis hier, rien n'est dit. C'est vrai que le chef le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, a fait une sortie, mais je pense que ce n'est pas lui l'autorité qui, en réalité, devait prendre le taureau par les cornes. Le président de la République devait monter sur le credo depuis hier, 20 heures, pour essayer de calmer la situation et justement ouvrir la voie vers ce dialogue que nous appelons tous de tous nos voeux. Parce qu'en réalité, Catherine, aucun Camerounais n'est fier de cette situation qui se déroule. Vous voyez, ces enfants sont irremplaçables. On ne pourra pas les remplacer. Et vous savez que l'être humain, c'est ça qui fait la spécificité de l'homme, c'est que l'homme n'est pas remplaçable même par son frère. C'est-à-dire que ça veut donc dire que l'homme est une pièce unique et quand l'homme s'en va, il n'y a plus les moyens de le remplacer. C'est donc pour dire que c'est une situation qui amène donc
étant un problème politique, il faudrait donc trouver des mécanismes de résolution politiques et non politiciennes. Parce qu'on se rend compte que le grand dialogue national est comme venu un peu flouer toutes les attentes que nous avons fondées sur ce dialogue. Or, qui n'avait pas justement... On a tous aimé cette formule, on a tous aimé la convocation de ce dialogue, mais moi je dois vous dire que j'avais contesté la formule. La formule a été très lourde. Et en réalité, au sorti de là, vous avez vu, jusqu'aujourd'hui... On est resté justement sur notre fin. Sur notre fin. Enrique John. Well, let me just quickly say that Dr. Ningwanyam is, of course, a medical doctor, educationist as well. We will not probably go back into that. But I believe he is equally indifferent on the KUMBA massacre. Now, doctor, too much of pains, too much of blood, yet there is a conspicuous silence on the part of the government. Despite too many calls from Cameroonians, from Africans, from the rest of the world, from international organizations, and the government seem not to be given an listening ear to the cries 4 years down the road. Doctor, are we too insensitive? It's just very unfortunate. First, I want to say this is very sad, and I want to bring my prayers and condolences to the families that are bereaved. And the nation is very hurt. And secondly, I want to appreciate Dr. Isomba and Mr. Somo Maurice. Why am I doing that? Because these are Francophones who are honest. I was listening very carefully to what they are saying, and they are honest. And most of the time we say, you know, probably we need an Anglophone to solve a problem, but what you actually need is someone who is honest to solve the problems. And if we are having a lot of difficulties up till today, it's because a lot of people who are supposed to have solved our problems have been very dishonest, and that's the problem. And we need to actually speak the truth, face the truth, and deal with the truth, and work with the truth in love. And if you don't do that, you're getting nowhere. We've gone into this mess that has gone on for 4 years. And for those of you who know me, and we've been talking about this long before that, the Anglophone problem, this is the way out, this is the way out. But unfortunately, we have elites who come to the people tell them the problems, they go back to the president and tell the president something else. And that is the issue. And, you know, a lot of elites, especially those of them in power, they act as if, you know, they own everyone else. And that makes a bad situation worse. They fail to realize that they are servants and they are there to work for the people. And that has been the problem. There's been a crisis of confidence. People don't do what they're supposed to do. You know, you think more about yourself and your stomach than about the people. The sense of common good is not there. And that's certainly why we are here. That's why we are here. And we are speaking it, and we want to get this out, because this cannot continue. And you were saying the government has been silent. There is something about our government that you ought to understand. You know, if you read the book, Why People Behave the Way They Do, then you have to understand the personalities of persons. And then if you look at our president is one of those persons who give people a lot of latitude, but he's one of those persons who doesn't come to the forefront. He sits in the background, and then he gives you the power, the prime ministers the power, and the government the power. Now, if you were like some of those presidents who are always everywhere and so on, you would say he's not giving you the opportunity to do your job. But unfortunately for us, we have a president who sits back, then lets you do and gives you the opportunity to do your thing. Then people, instead of doing the work for which the president assigned them, he did not put those 60 ministers there to be singing praises to him and clapping. That's not what he put you there for. But doctor, and therefore they don't do their job. And at the end of the day, when there are problems like this, everybody now, the problems track back to the president, because people whom he put there fail to do their job. But then, like Dr. Isomba said, yeah, that the president should be able now to take the bull by the horns, come out and talk. That is understandable. Somo said the president could probably move to the northwest and southwest region. That is understandable. So, but why then the president conspicuously quiet? What I can tell you now is that the president is very angry, and in the days ahead, it's not going to be easy.
Now, thanks, Cathy. Let me just quickly swing to. Let me quickly swing Ça, c'est to peut-être une actualité avant l'actualité que nous apprenons sur ce plateau. Okay, thanks very much, Cathy. Let me just swing quickly to Ashwood. You are a KUMBA child, another KUMBA child that I've known for so many years. You schooled in KUMBA, you know all the streets in KUMBA, Confidence Street, Akale Street, name them. Ando Gardens, Farm Road Street, St. Francis, etc., etc. But then this is something that has gone down the annals of our history, the KUMBA massacre, or they call it the Mother Francisca massacre. Now, Ashu, just like Mr. Morisomo said, as a psychologist, do you think that this massacre might impede the smooth functioning of schools this academic year? That is to say, maybe the children will be in class at any time, they'll be looking left, looking right, and there will not be concentration? Henry, it is with a saddened heart that I left the home this day to come for this talk. After too many... Yeah. As somebody, as you really said, I am KUMBA. Because it is in me. If you have ever visited KUMBA and you have not made a stop in Fiango, it means you have not yet visited KUMBA. Of course, that Fiango is the heartbeat of KUMBA. It's a lively place, 24/7. This incident has come to as a big blow to this academic year, because since 2016, when schools were halted in October, this is the only back to school that seems very smooth. Enthusiasm, although Mondays are still blacked out. With calls from the separatists for children to go back to school. But then the turnout this year is a salutary one. For this act to happen, knowing woefully that tomorrow, besides tomorrow is a ghost town day, without if 50% of those who started school this year will make it for class again on Tuesday. How these guys came, entered the town, did what they did, and left unnoticed is still a question that is beating all of us. Mm-hmm. We are told they came on motorbike, not even in cars that you say, oh, they couldn't be identified. They came on bike, they had guns on them. How did they pass all the control points to get into Bamileke Street, to where the school is situated, do what they did, and left untouched? Peut-être on va un peu insister parce que c'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce qu'ils ont pu perpétrer? Mais dans les autres zones également, on a des actions qui ont été menées dans cette forme-là exactement, où les séparatistes sont arrivés à bord de motos, que ce soit à Bamenda, ils ont tiré des coups de feu, ils sont repartis. À chaque fois qu'ils se sont attaqués à des personnes, on a par exemple le cas de Comfort, Toumazan, qui a été ligoté et charcuté carrément. Est-ce que ce n'était pas le même mode opératoire, finalement? This takes me now to the promise that we have always been given, that there will be enough security for our children. Where then is the security? I will abstain from pointing fingers at this early stage. I don't want to say it is this or that who posed the act. The act is done, it's barbaric. We all condemn it. But I'm not well placed to say it is this or this faction. Because we have a belligerent, those who call themselves the separatists or the independentists and the state. But now, there could be another hypothesis. Those who are benefiting financially from this war might be pulling the strings. Whenever there is a sort of calm, they will pay their boys. This is a hypothesis I'm trying to state here. So that there should be some spill off, so that money should start coming in. Because if the crisis stops today, there will be so many crises that will no longer be held. And we honor that most of those crisis meetings, wherever they are holding, it is our taxpayer money that is being spent. We should not neglect that. The question we asked, because when we followed the reaction of the Synod Officer from Meme, he was saying all the environs is going to be, the parents around are going to be arrested, they are accomplices, they are this. Yes, he too will be arrested because he too is a parent. He is the chief commander of the Meme division. He was supposed to ensure that there are security officers in those schools. Since there are no schools on Mondays, schools open their doors on Saturday for children to
to catch up. And why was there no security agent there? Et justement, ça nous amène, le développement que vous venez de faire nous amène à un autre questionnement. Vous avez certainement suivi avec beaucoup d'attention les déroulements des faits ces 4 dernières années. La question qu'on se pose, c'est pourquoi on voit aujourd'hui l'indignation de certains leaders séparatistes, notamment Sissikou, qui sur Twitter s'est indigné par rapport à ce fait, et que paradoxalement, on n'est pas encore réclamé, revendiqué l'acte qui a été posé. Vu qu'habituellement, quand il y a un acte perpétré de la sorte, certains se réclament la paternité de cet acte. Cathy, that is the complex nature of this the single incident. In other places where there are incidents like this, those who do it will beat their chest that we have done it. In previous acts, people have taken responsibility. But here there is total silence. There is total silence. But don't you think that the quiet is as a result of panic, fear of what the world might say? But of course, excuse me, don't forget, that's why I say we should look at the third hypothesis. Even the separate or the independents, as they call themselves, know that there are zones they are not supposed to cross. If we go there, we are causing more harm to ourselves. They too know that. The military is trained. They know, the military knows that no matter what, we are not supposed to enter a school. That's what I say. All those who are going fast to draw a conclusion, maybe they have elements that we do not have. So an independent inquiry should be opened very fast and let us know who did this. Because whosoever did what happened in KUMBA yesterday deserves to be killed. Mr. Maurice Somo, conspiracy theorists are already at work. Like as she was saying, blame games. People are already trading blame games. Some are already saying that, well, there are intelligence and counterintelligence. Others are already saying well, the government was quick to react without investigating and come up with probably statements. It was too fast on the government to come out with a statement and place the blame on the separatists, call them terrorists. Should we be so fast in trying to make declarations? Non, écoutons, entendons-nous très bien. La démarche sociologique voudrait que, pour comprendre des situations comme celle-là, il faut d'abord prendre les faits, rien que les faits, tels qu'ils se sont déroulés. Puis après les faits, on peut passer à l'analyse de ces faits. Peut-être que c'est après l'analyse qui sont en réalité des formes d'interprétation qu'on pourrait par la suite tirer des conclusions. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est la démarche qui est actuellement prise. On semble que c'est l'inverse qui semble vouloir se faire. C'est-à-dire qu'on prend des résolutions alors qu'en réalité, on n'a pas fini de comprendre les faits, on n'a pas fini de les analyser, on les a même pas, en tout cas, interprétés. Moi, je me pose une question simple en tant que citoyen. Là, c'est le citoyen lambda qui se pose cette question. Quand je me promène dans la ville de Douala, je rencontre systématiquement un homme en tenue tous les 50 mètres. Un homme en tenue tous les 50 mètres. Si on met la carte scolaire des régions du nord-ouest et du sud-ouest, je ne crois pas qu'il soit impossible de mettre en faction 2 éléments de force de l'ordre devant chaque école, y compris les écoles primaires, privées ou publiques. Lorsque des hommes à moto peuvent venir créer un massacre dans une école, c'est aussi parce que quelque part, ils n'ont pas trouvé un seul élément de sécurité en faction dans cette zone. Ça, il faut qu'on se le dise clairement. Je dis, si on a un seul élément de faction qui a son arme, je crois qu'il aurait eu le temps au moins d'alerter. Alors, comment se fait-il que dans une situation d'insécurité, celle qu'on la sait actuellement, comment se fait-il qu'à ce moment précis où nous savons la délicatesse, n'est-ce pas, de ces 2 régions, comment se fait-il que cette école, c'est vrai que le ministre a dit que ce n'était pas
une école déclarée dans la carte scolaire. Non, ça reste assez étrange quand on voit circuler sur les réseaux sociaux justement la plaque de cette école qui... Ça, c'est autre chose. Même si c'est le cas, même si c'est une école clandestine, c'est des enfants de la République qui étaient dans cette école. Donc, ils doivent, d'une façon ou d'une autre, être protégés. Lorsque j'ai dit ça, je reviens dans la posture psychologique qui est la mienne pour dire ce qui s'est passé à KUMBA. Et le traumatisme est tel qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Il ne faut pas seulement que le président, je ne suis pas très d'accord avec Luison et les autres qu'il faille que le président de la République sorte. Je dis qu'il faut que la nation tout entière s'arrête. C'est-à-dire que dès demain, tout le monde devrait à un moment donné s'arrêter et penser à ce qui s'est passé à KUMBA et qui pourrait bien se passer n'importe où dans la République. Je n'ai pas besoin de faire de comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Coming back to you, I think Cathy, you will have in Dr. Wilson Lobet Esuma is still standing by, Cathy, before we move over to Dr. Nick Nguyam and Dr. Esuma. Tout à fait, Henry Kedjan. On a abordé justement la question de ces divers groupes séparatistes et on a envie de demander à Wilson Lobet Esuma si actuellement, parlant de dialogue, vu que le dialogue reste la principale piste de solution, existe-t-il encore des interlocuteurs sérieux face au gouvernement pour prendre la parole? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une diversité de groupes qui sont nés depuis le début de ce mouvement. La voix principale n'est plus celle de Sissikou comme ça l'a été au début. Est-ce qu'on a encore les interlocuteurs sérieux pour prendre part au débat? Cathy, the name is SM. Before I answer your question, I just want to say something. I've listened to the fellow panelists and they're trying to analyze and counter-analyze. I just want to say something here. What happened in KUMBA yesterday has nothing to do with the Anglophone problem. The Anglophone problem is a noble cause. It's a just cause. It's a cause for the fight against assimilation. Yesterday was evil. Yesterday was pure terrorism. So let us call it by its name. It is terrorism. This is Boko Haram level terrorism, ISIS level terrorism. And when you're dealing with terrorism, you don't seek to understand it. You don't seek to analyze it. You don't seek to negotiate with terrorism. You confront it and you eliminate it. The duty of a government, the duty of any government worldwide is to protect its citizens. So by that metric and by that measure, our government has failed. I came to this platform not to assign blame or apportion responsibility, but emotions are high and it is difficult to hold back. Our government needs to protect the citizen. You know, the leading cause of death among children in Cameroon is infectious diseases. But thanks to these senseless killings, we can now add attending school. School attendance has now been a cause of death. It is shameful, very shameful. No parent has to bury their children just for going to school. I am a father of 2 kids. I have a son and a daughter. I cannot even begin to imagine the pain of a parent, to bury your own child. This is what is happening. It has nothing to do with the Anglophone problem. These are opportunists, whether they are from the separatist camp or from the government camp. There will be plenty of time for analysis and to assign blame. And God knows I have ideas on what to do. But for now, we wish to understand something. We are in a very deep hole, a very dark place in our history. And we need to climb out. How do we come out? We need to come together as a community and solve our problem. And that solution can only be if we recognize that our nation has some very serious issues. There's a lot of injustice and unfairness in Cameroon. And the peoples of the Northwest and Southwest regions are feeling it.
That was what the dialogue was supposed to be about. Unfortunately, it was a colossal failure. I don't think the government had any intention to do anything. That dialogue was just for a show. They don't have any intention to implement any of the resolutions. And now this monster that they have created, this monster that they have neglected is coming home to roost, is coming home to eat us. Something has to be done. That's why I called on the president. He is the only one with the constitutional mandate, the Republican mandate, because he is elected. There's certain things that cannot be delegated. You cannot delegate this to the Prime Minister or to the Secretary of State. And it's impossible he can make a trip to KUMBA. Where is he? He is the one we elected. Not the Prime Minister. You eliminate them using whatever means. This is not the Anglophone problem. Not the Anglophone problem. This is something else. It is evil. Much, Dr. Wilson Lobe Eseme Jr., we have certainly had some problems. Now, I want to swing to Dr. Esoba. Schools are sacrosanct, like you know. That is why Cameroon was a party to the Copenhagen Agreement, or Accord, protocol, where schools, and we don't need military installations around schools. Mr. Sobojo said that too. It is forbidden, whether from the government or from the armed groups. It is sacrosanct. But then we want to believe, Dr. Sumba. Yes. Do we just go ratify protocols or accords or parties? Then we do the contrary. Because, well, all of us know, in fact, most of us know that some schools are now being controlled by the military. Other schools are being controlled by the separatists. Are we just signing protocols, agreements, or and then doing the contrary? Kenyan, my English is very poor. You can speak in French. No, please, come on. Alors, la question que vous posez, justement, m'amène à retomber sur le terrain du droit. D'abord pour indiquer que, au niveau des lois, de la loi nationale, l'éducation et l'éducation rentre dans les libertés, j'allais dire les droits fondamentaux. C'est-à-dire que le droit à la vie, que les 6 enfants ont perdu, c'est déjà grave. Et ensuite, le droit à l'éducation. Parce que, Mr. Kedjan, je le disais encore tout à l'heure avec force et vigueur, que imaginez-vous qu'aujourd'hui, les écoles soient fermées. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce sont les portes des prisons qui vont s'ouvrir. Donc, il s'agit là d'une autre chose. Je voudrais évoquer une violation grave du droit international sur les populations civiles et surtout sur l'éducation, parce que tous les instruments juridiques internationaux confortent et reconnaissent l'école comme l'édification de la société. Vous voyez, parce que, je le disais tout à l'heure, les assassinats qui sont faits dans un cadre scolaire rentrent dans ce qu'on appellerait en droit international les crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, pas par le nombre de décès, mais par le mode opératoire exceptionnel. C'est-à-dire que sur des enfants, c'est extrêmement grave. Donc, on peut qualifier ces crimes des crimes contre l'humanité parce qu'on assassine, j'allais dire, des populations vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, peut-être dans mon option de constitutionnaliste, je revis vers le président de la République. Pourquoi? Parce que le peuple ne peut pas se mobiliser directement un samedi. La seule personne qui doit donc donner l'OLA, qui doit, tel que la Constitution le préside, notre article 5 de notre fondamental dispose que le président de la République conçoit la politique générale de la nation. Et à partir de là, c'est pourquoi moi je me reverse vers lui pour dire que dès la journée de samedi d'hier, le président devait donc monter sur le créneau pour dire au peuple, à partir de lundi, nous allons observer, parce que nous sommes dans un régime représentatif. Le peuple ne peut pas directement se prononcer sans qu'en réalité on converge vers celui en qui on a transféré le suffrage universel pour parler au nom de l'État. Et vous, Cathy, vous m'avez posé tout à l'heure une question sur les solutions. Je n'avais pas achevé mon analyse, je suis resté un peu sur ma fin. Je dois vous avouer que dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a des pays
qui héberge des entrepreneurs de la guerre. Sur ce plateau, je crois que c'était au débrief, je proposais à Boubangom qu'il y a une forte communauté, la diaspora camerounaise, qui est très nombreuse aux États-Unis, surtout en Californie. Pourquoi je parle de la Californie? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons des pays en réalité qui financent le terrorisme, qui financent, parce que vous savez, au-delà de ces questions, il y a l'économie de guerre qui se joue. Je le disais encore hier sur un plateau de télévision, qu'il y a aujourd'hui des personnalités qui en réalité ne veulent pas, et ça il faut le dire, qui ne veulent pas que cette guerre finisse parce qu'il y a des prébendes, il y a des rentes qui sont tirées en arrière. Et pourquoi j'avais proposé la Californie? Parce que de ce côté-là, on nous a fait savoir qu'il y a des financements qui viennent et j'avais proposé que le Premier ministre, chef du gouvernement, peut prendre une délégation qui va aux États-Unis, surtout en Californie, et rencontrer de ce côté-là les Camerounais de la diaspora, très nombreux, surtout d'expression anglaise, qui peuvent apporter des amorces de solutions à ces problèmes. Au-delà de ce que nous pouvons convoquer comme dialogue inclusif au Cameroun, mais il y a déjà que dans cette crise, il faut déjà que nous pensions même à la médiation. La médiation qui peut être internationale. On peut, faire intervenir des États puissants qui peuvent nous aider à ramener la paix. Our government is saying we can solve our problems by ourselves. Non, à un moment donné, Mr. Kedja, je parle peut-être sur le compteur du grand frère Somo. Il y a un adage chez nous dans l'Ombam qui dit que lorsque vous êtes en train de vous noyer, si vous avez la possibilité de vous agripper sur la queue d'un crocodile, agrippez-vous sur la queue d'un crocodile pour sortir justement de la noyade, parce que cette noyade va vous conduire inéluctablement vers la finitude humaine. Donc c'est pour dire quoi, Cathy, je chute par là, pour dire qu'en réalité, nous avons au Cameroun des possibilités de résoudre sincèrement cette crise. C'est-à-dire qu'en réalité, sortons des éléments cosmétiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des jeux de chaises musicales, pour essayer de nous perdre le temps. Il y a un enjeu fort. C'est que les dirigeants, tous les dirigeants du monde sont convaincus de ce que s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la protection du citoyen, c'est qu'en réalité, l'État, comme disait Bakounine, sera appelé à disparaître. Donc l'État doit tout faire pour trouver des solutions idoines pour régler ce problème. Et l'accompagnement du peuple, là je suis d'accord encore avec les autres copanélistes, l'accompagnement du peuple c'est aussi nécessaire, parce que si le peuple ne collabore pas, ce sera un peu bien difficile. Alors, Louison Issomba, tout à l'heure, vous parliez de la nécessité que le président de la République prenne les devants, justement. Pendant ce temps, il y a beaucoup de mouvements qu'on a observés ces derniers jours par rapport à ce qui s'est passé à KUMBA. Et bien avant, il faut le signaler, sur la toile, il y avait des revendications qui étaient faites à l'endroit des artistes musiciens pour réclamer que cela demande le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en prenant l'exemple de ce qui se déroule actuellement au Nigeria. Une vague justement d'indignation des artistes musiciens a commencé juste à la veille des événements d'hier, et en ce moment même, à 15h, les artistes musiciens de la ville de Yaoundé étaient réunis, des grands noms de pour parler de la situation, et on se rend compte que des mouvements sont en train d'être initiés. À partir de demain, certains demandent aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Certains demandent à d'autres d'arborer une tenue noire pour commencer la journée de demain, pour mener ce mouvement-là. Et aussi, à côté de cela, on a eu les critiques des acteurs de la société civile, des acteurs des politiques, sur le positionnement des différents partis politiques. Alors, Nick Ngwanyam, on aimerait savoir, est-ce que vous comprenez qu'il y ait des querelles politiques nées des événements d'hier, qu'il y ait déjà des chocs entre les différents leaders qui se pointent du doigt?